Alors, les modes de paiement, ils ont connu toute une évolution au cours de l'histoire. Au début, on faisait de ce qu'on appelle du troc, on échangeait quelque chose pour autre chose. À un moment donné, ça a évolué vers des premiers modes de paiement, comme par exemple des coquillages. C'est dans la période des Grecs et des Romains que les premières pièces de monnaie sont venues. On a vu que c'est vers le XVIIIe siècle que les premiers billets d'argent ont été utilisés. Naturellement, depuis quelques décennies, on voit que ce paiement s'est dématérialisé, est devenu électronique. Et puis, il faudra quand même aussi qu'on parle des évolutions récentes des crypto-monnaies. Alors, je reviens vers le troc, et cette image de vache explique quels étaient les avantages et les inconvénients du système de troc. Un paiement, pourquoi on fait un paiement? On fait un paiement quand on a besoin de quelque chose et qu'il faut faire une transaction. Vous voulez acheter un pain, vous allez donner autre chose en échange de ce pain. En fait, si on regarde les caractéristiques qu'on recherche dans des modes de paiement, un mode de paiement doit être durable, doit être divisible, doit être portable, doit être limité en quantité et doit être uniforme. Et quand on regarde ces critères-là, on voit bien que la vache avait un inconvénient. Pourquoi on utilisait souvent la vache ou des moutons ou des chèvres? C'est parce que c'était l'élément principal dans la vie des humains à ce moment-là. La vache, ça nous aidait à nous nourrir, mais c'était aussi un instrument qu'on utilisait, par exemple, pour cultiver nos terres. Alors, est-ce que la vache, si on regarde les caractéristiques, est-ce qu'elle est durable? Pas vraiment, parce qu'une vache peut valoir beaucoup maintenant, mais dans 10 ans, elle est âgée, elle vaut moins. Est-ce qu'une vache est portable? Pas vraiment, c'est pas très pratique dans le paiement quotidien. Est-ce qu'une vache est divisible? Non. Et là, c'est un des grands problèmes qu'on voyait naturellement. Si vous voulez acheter un pain, par exemple, acheter un pain avec une vache, c'est un peu compliqué. Et donc, un mode de paiement doit être divisible. Une vache, on peut la diviser, mais il faut la tuer. Et puis, la pérennité de la viande, par exemple, elle est quand même assez limitée dans le temps. Il y a aussi un problème d'uniformité. Il peut y avoir des vaches qui sont grandes, des vaches qui sont moins grandes. Et donc, comme unité de paiement, on a vu que c'était quand même assez compliqué. On a vu à un certain point dans l'histoire qu'on est passé du troc pur vers un élément d'échange. Et au début, l'élément d'échange, par exemple, c'était les coquilles ou le sel. Par exemple, le mot salaire, ça vient du mot latin sal, et ça indiquait qu'à un certain moment, des gens étaient récompensés pour le travail qu'ils faisaient basé sur le sel. Alors, les coquillages, c'est déjà plus pratique à utiliser. C'est plus petit, c'est portable. On peut en avoir avec des valeurs différentes. Mais il y a un grand problème, et c'est un concept important par rapport à l'argent, c'est la quantité d'argent et liée avec ça, l'inflation. Si à un moment donné, on dit, voilà, un pain, ça vaut 5 coquillages, mais à un moment donné, on voit que sur la plage, il y a tout à coup plein de nouvelles coquillages qui sont arrivés, les gens vont ramasser ces coquillages et au lieu d'avoir, disons, une réserve de 100 coquillages, tout à coup, gratuitement, on passe de 100 coquillages à 200 coquillages. Quel est l'impact de cela? L'impact est que les gens, tout à coup, ont plus d'argent. Si la population dans l'entièreté a plus d'argent, ça veut dire qu'elle a une capacité de payer plus. Et ce qu'on voit automatiquement, c'est que quand la quantité d'argent, elle augmente, c'est que les prix augmentent. C'est ce qu'on appelle l'inflation. Et donc, à un moment où la quantité d'argent, par exemple, de coquillages augmente, on voit que le pain ne vaudra plus 5 coquillages, mais passera rapidement vers 6, 7, même jusque 10 coquillages. Ce qu'on voit là, c'est l'effet de l'inflation. Maîtriser l'inflation est un élément très important dans l'économie. Quand l'inflation galope, comme on le dit,
l'impact pour la population, elle est très, très grande. Prochaine évolution, c'est les monnaies. Et c'était plutôt dans la période des Grecs ou des Romains. Ceci est une des premières versions les plus anciennes de monnaie qu'on a trouvées dans un temple grec. Et les monnaies avaient une valeur intrinsique. Souvent, les monnaies étaient des monnaies d'or ou d'argent. Ici, c'est en fait un alliage d'or et d'argent qu'on appelait électrum. Puisque l'or et l'argent avaient une valeur en soi, c'était plus facile comme mode de paiement. Mais là aussi, à un certain point dans l'histoire, on a vu qu'il y a eu un problème d'inflation. Dans la période de colonisation, à un moment donné, les Espagnols ont colonisé l'Amérique latine, on l'a trouvé plein de nouvelles sources d'or. Les Espagnols pensaient on est en train de trouver beaucoup plus d'or, donc on est plus riche. Mais ce qu'on a vu en Espagne, c'est une inflation qui était galopante. Et en fait, quand il y a plus d'argent, en fait, ça ne veut pas dire que tout le monde, tout à coup, devient plus riche, parce qu'en fait, en parallèle, tout devient beaucoup plus cher. Et donc, on l'a vu dans l'histoire, parfois quand des pays disent on a un problème financier, on va imprimer plus d'argent, l'impact de cela, c'est qu'il y a beaucoup d'inflation qui se développe. Aux alentours du XVIIIe siècle, on voit qu'on évolue vers quelque chose qui est beaucoup plus pratique, c'est les billets d'argent. Et on voit ici une version la première version, c'était émise par la Société Générale de Belgique, qui était une des premières entreprises privées dans ce qu'on appelait à ce moment-là les Pays-Bas. À ce moment-là, l'argent, en fait, était quelque chose qui était émis non par les États, mais émis par les entreprises. Et en fait, c'était une manière de se financer. Des gens, des particuliers donnaient de l'argent à ces sociétés qu'eux utilisaient pour investir. Et donc, un billet d'argent, en fait, était une sorte de preuve qu'on pouvait récupérer de l'argent de cette entreprise. Quel était le problème? C'est que les entreprises le faisaient tous eux-mêmes, donc il y avait des billets d'argent qui n'étaient pas échangeables les uns vers les autres. Deuxième problème, naturellement, si à un moment donné cette entreprise fait faillite, disparaît, c'est que les gens perdent l'argent. Et donc à un moment donné, les États, dans leur souveraineté, ont décidé que l'argent, c'était quelque chose qui devait être émis par les États. Ça menait à un niveau de standardisation et ça sécurisait naturellement aussi l'élément parce que ça évitait que, par exemple, il y ait trop d'imitation de notes d'argent. C'était aussi une manière de pouvoir maîtriser la quantité d'argent et éviter l'inflation trop aiguë dont je vous ai parlé. Ceci, c'était le franc belge. Sur la note de Société Générale, on voit l'image de Peter Paul Rubens. Ici, sur le franc belge, 500 francs belges, on voyait René Magritte. Et on sait naturellement qu'après, le franc belge s'est fait remplacer par l'euro. D'ailleurs, le taux de conversion entre le franc belge et l'euro était 40,3399 francs belges pour 1 euro. Donc un billet de 500 francs, ça vaut un peu plus de 12 euros aujourd'hui. Alors, ce papier qui vaut quelque chose, comment est-ce qu'on peut être sûr que ce papier a vraiment une valeur? Jusqu'il y a assez récemment, en fait, les billets d'argent étaient couverts par une réserve d'or qui était chez les banques centrales. Et donc, chaque particulier qui avait une note d'argent, un billet d'argent, était autorisé d'aller vers la banque et de demander de remplacer ce billet d'argent pour la valeur en or. Et donc, cette valeur en or était l'élément qui donnait la confiance au système de paiement. Depuis quelques décennies, il y a beaucoup moins de réserves d'or par rapport aux billets d'argent. Et donc maintenant, on fait plutôt confiance au système, on fait confiance au fait que les billets ont une certaine valeur. Et en fait, c'est les États qui garantissent cela. Et donc, ça donne
le niveau de sécurité qui est nécessaire. Finalement, si on veut que les gens puissent payer, que des transactions commerciales puissent se faire, l'élément de confiance dans le mode de paiement est un élément très très important. On reviendra par rapport à la confiance quand on parlera par exemple des crypto-monnaies. Entre-temps, naturellement, l'argent en papier ou physique, comme on l'a appelé, s'est rapidement dématérialisé. Depuis bien longtemps, on paye avec des cartes de banque. Et maintenant, de plus en plus, on fait des paiements, par exemple, avec des montres, avec des téléphones. Et on voit que même des paiements basés sur des scans de l'iris se font de plus en plus. L'évolution de dématérialisation d'argent est une évolution positive. Cela veut dire que le système est devenu beaucoup plus sûr, beaucoup plus facile d'utilisation aussi. On n'a plus besoin de monnaie d'échange, on peut faire des paiements rapides, on peut faire des paiements dans des mondes complètement virtuels comme l'e-commerce sans qu'on doit échanger physiquement des modes de paiement. Mais ça veut naturellement aussi dire qu'il faut faire attention. Quand quelqu'un vous demande vos données bancaires et par exemple votre code de banque, c'est clair qu'il ne faut pas le faire. Et si vous recevez un email de quelqu'un, par exemple au Nigeria, qui dit j'ai 20 millions d'euros pour vous, mais j'ai besoin de tous vos détails, je pense qu'entre-temps, tout le monde sait très bien que ce n'est pas la vérité et qu'il faut faire attention à ce genre de propositions. Il y a des nouvelles formes de criminalité qui se sont développées, mais en soi, le système de paiement est devenu beaucoup plus sûr. Un des autres éléments, naturellement, c'est que l'argent électronique, on a moins le côté physique. Vous voyez ici l'image de Leonardo DiCaprio dans The Wolf of Wall Street, où il balançait de l'argent pour montrer combien d'argent il avait. Dans un monde électronique, avoir beaucoup ou peu d'argent, c'est juste un chiffre. Et donc gérer sa capacité financière dans un monde électronique, c'est quelque chose à quoi on doit s'habituer. Évolution plus récente, naturellement, c'est le développement des crypto-monnaies. Beaucoup de gens parlent de Bitcoin. Bitcoin, en fait, n'est qu'une version des crypto-monnaies. Il y en a plein d'autres qui existent. Alors, qu'est-ce que c'est une crypto-monnaie ? En fait, on va le voir, c'est un peu un retour dans l'histoire avec une technologie qui est tout à fait nouvelle. Un Bitcoin est un mode de paiement, un mode de valeur qui est créé par des organismes privés qui eux-mêmes déterminent la quantité d'argent et où une conversion entre la crypto-monnaie et l'argent classique est déterminée à un moment donné basée sur des modes d'échange. Alors comment est-ce qu'on peut garantir qu'une crypto-monnaie est sûre? Parce qu'un billet d'argent, c'est les banques centrales, c'est les États qui le garantissent. Ici, comment on le fait? Ici, on le fait basé sur un système distribué, où en fait, quand on fait une transaction, c'est tous les participants dans le système de cette crypto-monnaie qui doivent valider une certaine transaction. Quand tout le monde valide cette transaction, la transaction peut s'effectuer. Un autre élément dont vous avez probablement entendu parler, c'est ce qu'on appelle le mining. Le mining dans les crypto-monnaies, c'est la croissance du volume d'argent. Le mining se fait basé sur des algorithmes que les ordinateurs font. Et donc, il y a des gens qui investissent dans des activités de création d'argent de crypto-monnaies. C'est des calculs qui sont très, très intensifs et qui, en fait, demandent beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, au quotidien, l'empreinte énergétique du crypto-mining est déjà plusieurs fois plus importante que la consommation d'énergie totale d'un pays comme la Belgique. C'est d'ailleurs une des raisons pourquoi on critique souvent les activités de mining. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'entre-temps, il y a plein de versions différentes de crypto-monnaies qui se sont créées et qui sont des initiatives privées. Et donc je reviens au billet d'argent que j'avais montré au début, celle de la Société Générale. En fait, les crypto-monnaies ont des éléments de similarité par rapport à ce qui s'est passé dans le privé parce que c'est quelque chose de complètement dérégulé.
où il y a quand même un risque énorme. Si aujourd'hui, vous perdez le code de votre compte, de votre carte bancaire, vous allez à la banque, ils vont vous aider. Si la banque fait faillite, vous allez être protégé. Vous avez une protection de dépôt jusqu'à 100 000 euros qui existe et qui peut couvrir le fait que, par exemple, une banque arrêterait ses activités. Dans le monde des crypto-monnaies, ça n'existe pas. Vous perdez votre mot de passe, vous perdez votre argent. Il y a eu plusieurs exemples dans la presse récemment. Le système des crypto-monnaies dans lequel vous avez investi s'effondre, vous perdez tout. C'est un monde complètement dérégulé, sans les garanties qu'on a aujourd'hui sur les modes de paiement classiques. On voit aussi que la valeur fluctue beaucoup et c'est un des inconvénients des crypto-monnaies aujourd'hui. Puisque la valeur évolue tellement rapidement, c'est problématique de l'utiliser comme un mode de paiement stable. D'ailleurs, il y a peu de crypto-monnaies qu'on peut utiliser maintenant comme un vrai mode de paiement. Mais si aujourd'hui, un bitcoin, ça vaut par exemple la valeur d'une voiture, et demain, tout à coup, ça ne vaut que la moitié de la valeur d'une voiture, comme mode de paiement, c'est quand même assez compliqué. On voit aujourd'hui que les crypto-monnaies, au lieu d'être vraiment un mode de paiement courant, c'est plutôt un instrument de placement, et je dirais plutôt un instrument vraiment de spéculation. Un instrument de spéculation où il y a peu ou pas de valeur intrinsique derrière. Si vous avez une action d'une entreprise, vous êtes, pour la valeur de cette action, vous êtes propriétaire un tout petit peu de cette entreprise. Si vous détenez une crypto-monnaie, il n'y a pas vraiment quelque chose qui est derrière. Et donc, pour l'instant, c'est clair que c'est quelque chose de très, très spéculatif et c'est clairement pas quelque chose pour tout le monde. D'ailleurs, on voit qu'il y a des grands problèmes de manipulation de marché. Vous connaissez probablement l'image de la personne que je montre maintenant, c'est Elon Musk, qui récemment avait déclaré que Tesla allait acheter pour 1,5 milliard de bitcoins. Et ce qu'on a vu, c'est que la valeur des bitcoins a complètement explosé. Là, on peut se poser des questions si ce n'est pas de la manipulation de marché. Parce que si quelqu'un qui a beaucoup de moyens financiers peut d'une manière tellement directe influencer la valeur d'un élément de paiement, clairement, il y a des avantages par rapport aux gens qui ont moins de moyens, qui ne savaient pas que cette annonce allait se faire et qui peuvent être impactés. Quand la valeur augmente, on peut dire bonne nouvelle, mais si un jour la valeur diminue, c'est quelque chose qui peut avoir un impact grave sur la capacité financière de gens. Il est clair que pour l'instant, les crypto-monnaies, c'est un peu la jungle quand même. Il y a beaucoup d'efforts d'un point de vue régulatoire qui vont devoir se faire avant que cette forme d'innovation, à un moment donné, puisse vraiment être un mode de paiement. Je pense qu'on doit être ouvert par rapport à l'innovation et c'est clair que les crypto-monnaies sont un élément d'innovation, mais aujourd'hui, c'est clair que ce n'est pas quelque chose pour tout le monde. Mais en soi, ce qu'on voit, c'est un peu Back to the Future. Back to the Future, c'est un film qui est déjà un peu iconique, mais qui expliquait qu'en fait, l'histoire se répète souvent. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'en effet, l'histoire se répète. Les crypto-monnaies, c'est une initiative qui est purement privée, avec tous les inconvénients que ça peut avoir. Et en fait, c'est un peu comme les premières notes de banque, où là aussi, c'était des sociétés privées qui le faisaient. Ça avait des avantages, mais ça avait clairement aussi quand même des inconvénients. Discussion qui sera importante pour les années à venir, parce qu'on voit que de plus en plus de sociétés qui ne sont pas forcément des sociétés, des institutions financières, comme Facebook, Google et les autres, développent de plus en plus d'activités bancaires et reviennent un petit peu au concept des banques mixtes dont j'avais parlé au début de l'utilisation de notes de banque. Règle générale, si vous faites des placements avec vos moyens, faites des placements que vous comprenez. Quelque chose que vous comprenez, vous êtes capable de juger.
des placements comme les crypto-monnaies, je pense qu'il faut vraiment bien investiguer la chose et bien comprendre avant de faire des placements et bien comprendre les risques. Pour l'instant, les crypto-monnaies sont quelque chose de très très risqué avec peu de mesures de sauvegarde qui existent et qui existent dans d'autres modes de placement. En tout cas, je voudrais vous remercier pour avoir donné l'occasion de parler de ce sujet. Des modes de paiement, c'est quelque chose qui est dans la vie de tout le monde et quand ça fonctionne bien, c'est quelque chose qui peut nous rendre la vie agréable. Ce qui est important, c'est de comprendre la mécanique qui est derrière et de comprendre les risques. Si vous utilisez des choses quotidiennes, le risque est inexistant ou très très faible. Si vous vous aventurez dans des choses qui sont plus exotiques comme les crypto-monnaies, il faut bien comprendre quels sont les risques impliqués. En tout cas, si le sujet vous intéresse, sur le site web du Wikifin Lab, vous pouvez trouver plein d'informations pour vous instruire mieux dans le domaine. Merci beaucoup, en tout cas.